Aéroport d'Orly. Dans ce carton sur mesure, un fragment du patrimoine historique de Cuba. Norbert Chasserie et Gérard April sont champions de pêche au gros et détenteurs d'un trophée mythique, la prestigieuse coupe Ernest Hemingway. C'est le Graal, c'est le Graal. C'est vraiment le Graal de la pêche au gros. Après 3 victoires en tournoi à Cuba, ils ont obtenu le privilège de l'emporter avec eux en France. Seule équipe française à l'avoir gagné en 59 ans. Vous devez être fiers de ça. On en est très fiers, oui, parce que vous savez, il y a beaucoup de grands pêcheurs qui ont essayé et qui sont cassés les dents dessus. Donc, vous la ramenez alors? Là, on la ramène, oui. On la remet en jeu, oui. Vous espérez la gagner à nouveau? Ben là, on repart. C'est parti pour. Norbert et Gérard, la soixantaine, sont informaticiens à la retraite. Ils ramènent la coupe chez elles, à Cuba, pour la remettre en jeu. La Havane. Cuba est sous embargo américain depuis 48 ans. Logement, transport, travail, nourriture. La pénurie est chronique et le quotidien difficile. Pour les Cubains, leur tournoi de pêche au gros est un enjeu important. C'est une des compétitions internationales qui attire dans l'île des sportifs du monde entier. Alors la pêche peut-elle servir la diplomatie en aidant à ouvrir le pays ? La Marina Hemingway. C'est là que démarre la 60e édition du tournoi du même nom, créé en 1950 à Cuba par l'écrivain américain Ernest Hemingway, passionné de pêche. C'est une enclave pour touristes fortunés. La marina, les bateaux, les hôtels, tout appartient à l'État. Pour Gérard, qui sacrifie tout à son amour de la pêche, l'enjeu est avant tout sportif. Pour moi, c'est quelque chose de mythique. Et jamais j'aurais pensé un jour faire la une des journaux avec la coupe Hemingway, ça c'est sûr. Puis bon, ma femme m'a aidé aussi. Elle n'a jamais cru en ma victoire, donc ça m'a motivé aussi. C'est surtout ça qui m'a motivé. Arrête de dire n'importe quoi. Et il me dit, un beau jour, il arrive ici, il me dit, en faisant un jour, j'aurai mon nom gravé sur la coupe. Je lui dis, bah oui, vas-y, essaye, tu vas voir. Je ne veux pas dire quand les poules auront des dents, mais... Regardez, elle est magnifique. Faut y aller, on vous attend. Après avoir pris soin de leur trophée pendant 1 an, il leur faut maintenant le rendre aux Cubains. La concurrence va être rude cette année. Plus de 30 équipages de 17 pays différents participent au tournoi, un record. Là, il y a la crème de la crème, là. Il y a tous les grands pêcheurs qui sont là. Voilà. Russes, vous voyez les Russes, Italiens, équipe italienne. Paolo Sala. Les Américains, je ne sais pas où ils sont. Les Américains. Obtenir leur participation malgré l'embargo, c'était la mission de l'organisateur du tournoi, le Commodore Esquich. Mais le dégel entre Cuba et les États-Unis n'est pas encore d'actualité. J'ai été en Floride au mois de février et j'ai rencontré des dizaines de personnes qui souhaitaient participer à notre tournoi. Et tout indique que ce sont les restrictions de voyage qui ne leur ont pas permis de nous accompagner. Cuba est le seul pays au monde que le gouvernement américain interdit à ses ressortissants. 3 équipages sont tout de même venus des États-Unis, malgré le risque de se voir infliger une amende minimum de 9 000 € à leur retour. C'est le capitaine. Joseph vit dans le New Jersey, mais il passe la moitié de son temps à Cuba avec son capitaine Frank. Pour se rendre ici, ils ont employé une sorte de stratagème. Avant, les gardes-côtes nous donnaient une permission pour venir à Cuba officiellement. Ensuite, Bush a tout bloqué. Il ne voulait plus voir de bateaux américains à Cuba. Alors on est allé aux Bahamas, et des Bahamas, on prend un vol pour Cuba. Ça fait 16 ans qu'on fait comme ça, sans problème.
Le lendemain matin, les équipages se préparent pour le premier jour du tournoi. Ouais, ramenez du poisson. Hein? Franchement. On sera fiers de vous. Au minimum une sardine. Qu'on puisse manger. De toute façon, tu les mangeras pas. Gérard laisse ses supporters sur le quai. Les choses sérieuses vont commencer. Première étape, à la sortie de la marina, la douane. À Cuba, la navigation, c'est un secteur sensible. Au départ et à l'arrivée, les autorités contrôlent les passagers et le navire. Le problème, c'est pas vraiment un contrôle, mais on vérifie que ceux qui sont sortis sont bien rentrés. C'est une coutume, si on peut l'appeler comme ça, ici. Tous les jours, ils vérifient. C'est surtout pour voir s'il n'y a pas des Cubains en transit qui pourraient repartir sur un bateau ancré au large. La course se déroule sous surveillance. Pour encadrer la zone, un remorqueur, puis une vedette militaire. Les côtes américaines sont à peine à 150 km et nombreux sont les Cubains qui cherchent à fuir leur pays. Tout est prévu pour l'éviter. C'est très surveillé. Il n'y a jamais le plein. Ni dans les bateaux, ni dans les petits avions. Enfin, quand il y avait des petits avions, il n'y avait pas le plein non plus. De manière à ce qu'ils puissent pas s'éloigner des côtes. Voilà. Tous les bateaux sont à l'arrêt. Départ imminent. On a le cœur bat fort, là. Là, ça cogne. Un peu de nervosité. Superstitieux, Gérard part toujours avec le même bateau, la même casquette et le même équipage. Rodolfo le marin et Georgie le capitaine. Allez, de nouveau, un sleeve. Ça y est, c'est parti. C'est parti. C'est parti, plein gaz pour lancer les lignes au plus vite. La taille des hameçons, la grosseur du fil, tout est réglementé. Le gagnant sera celui qui capturera le plus grand nombre de marlins ou d'espadons, les poissons à rostre, à long nez, les seuls qui comptent pour le concours. Une partie de bluff s'engage avec eux. Les leurs simulent la présence de petits poissons pour attirer les gros. Plus vous moussez derrière le bateau, plus vous faites remonter les gros poissons, parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une chasse derrière le bateau. Il y a à manger. Et qu'il y a à manger. À peine 1 heure après le départ, première touche. Un poisson a mordu. Ouais, c'est parti. Au loin, un marlin saute au bout de la ligne. Il a décroché. Non, il a décroché. Ça, c'est le poisson qui a gagné. Ça arrive, hein. À quelques encablures, un concurrent espagnol a ferré à son tour un marlin. Il est en pêche, là, il est en prise. Donc pour l'instant, il est en train de le ramener. Là, il tient. Non, il tient. C'est la première capture du tournoi. Là, le premier prix. Il l'a sauté. Il a sauté au moment où il l'a relâché. Ça devait être le nôtre, celui-là. Ah merde. On aurait pu l'avoir. On a eu la chance qu'on soit les premiers accrochés et malheureusement, c'est la pêche. Hein. On a eu une belle touche d'entrée de jeu. Hein. Par contre, la pression qu'on leur mettait là. Le bonus dont bénéficient ceux qui pêchent le premier poisson vient de passer sous le nez des Français. Un peu plus tard, à 15h30, un des 4 équipages russes fait une touche. Un marlin. Comme le veut le règlement, les pêcheurs ne capturent pas le poisson. Ils marquent leur prise, puis ils la photographient avec un appareil jetable remis par le jury. Ils la relâchent ensuite pour préserver les ressources en poisson.
Pour l'équipage français, fin de la première journée, morose. C'est terminé, ouais. C'est pas terrible pour aujourd'hui. On fera mieux demain. C'est pas évident. Retour à la marina. Pour ceux qui ont pêché, reste à officialiser les prises. Les photos reviennent du labo et le jury se met au travail. Cliché après cliché, on compte les points. Ça, c'est au moment du marquage. Là, on voit le poisson. Et là, c'est quand il le remonte à bord. Les 2 captures de la journée sont validées. Cela fait 350 points pour les Espagnols, autant pour les Russes. Gérard et Norbert, eux, ne ramènent qu'une petite dorade pêchée en fin de journée. Ils n'accostent pas au ponton officiel, mais se rangent dans la voie de garage. Grosse déception pour leurs supporters. Alors Minou, qu'est-ce que t'as fait? On a décroché. T'as décroché? 3. Oh, mais t'es mauvais là. Eh oui, je sais. Tenemos une pesque, hein. Mais il est tellement rikiki qu'on ne peut pas le voir. On va pleurer. On l'a même pas parlé. Hein. On n'en parle pas. Piscine. Nos poissons, nos sexes. Les Espagnols ont pris un petit avantage, mais le tournoi ne fait que commencer. Le lendemain, relâche. Gérard et Norbert emmènent leur petite troupe de supporters sur les traces d'Ernest Hemingway. L'écrivain américain, prix Nobel de littérature, a découvert Cuba au début des années 30 et il est tombé amoureux de l'île. Et en 1932, il revient à la capitale. Il va décider de s'installer à Cuba. Passionné de pêche sportive, il a créé à La Havane le concours qui porte son nom. Pendant 20 ans, il a résidé dans cette maison qu'il a achetée en 1940 sur les hauteurs de La Havane. Elle est devenue son refuge et son lieu de création. Este era su cuarto de trabajo, como ya les expliqué. Pueden ver la máquina de escribir, la posición que tiene. Juste en face, regardez la machine à écrire. ¿Saben por regardez qué? Sa position. Porque Vous voulez escribía savoir de pie. pourquoi? Parce qu'il écrivait debout. Tous les écoliers cubains connaissent ses ouvrages. L'auteur du Vieil homme et la mer est aussi célèbre et vénéré à Cuba parce qu'il y a tout juste 50 ans, son concours de pêche est entré dans la légende révolutionnaire. C'est quoi cette photo alors? Ça, c'est l'année avec Fidel Castro. Et ça, c'est mythique. Hein. Le 15 mai 1960, un peu plus d'un an après la victoire de la révolution cubaine, l'équipage constitué par Fidel Castro et Che Guevara gagne le concours Hemingway. La remise du trophée est l'occasion de la première rencontre entre l'écrivain et le révolutionnaire. Moi, je ne suis pas particulièrement fan de Castro, mais c'est quand même historique. C'est quand même, il fait partie des grands monsieur qui l'ont gagné. Ça amène un certain aura à la coupe, le fait qu'il y ait des grands monsieur comme ça qui l'aient gagné. Hemingway a soutenu les premiers pas de la révolution cubaine. Fidel Castro avait lu ses livres et l'appréciait. Alors ici, l'écrivain et sa légende sont largement exploités. Son bateau, le Pilar, entièrement restauré, est exposé dans le jardin. Tous les Cubains sont persuadés qu'il y a très peu d'Américains qui aiment Cuba et les Cubains. Les Cubains, voilà. Et c'est pour ça qu'ils vénèrent autant Hemingway. En plus, c'est un superbe écrivain, il a eu le prix Nobel, et en plus, il a offert sa médaille du prix Nobel à Cuba. Ouais. Enfin, on pense que c'est un des liens qui peut faire qu'ils puissent se rapprocher des Américains et les Américains des Cubains. Parmi tous les lieux fréquentés par l'écrivain à La Havane dans les années 50 et 60, le plus connu c'est ce bar, le Floridita. C'est là que, dit-on, il aurait inventé le daiquiri,
Un cocktail à base de rhum, de citron et de glace pilée. Il était constamment ici, et toujours dans cette position. Apparemment, il aimait bien l'alcool. C'était un amateur de bonne chair et de bon vin. Donc c'était un bon vivant. Dans ces grands moments de solitude, il venait se consoler ici. La solitude, un point commun à tous les pêcheurs. Le tournoi reprend, mais le poisson se fait plus rare qu'à l'habitude. Du coup, le concours est encore plus tendu. La première place est à la portée de tout le monde. Je suis optimiste, je pense qu'on peut encore gagner. Aucun bateau n'a plus d'une prise. On a encore des possibilités. Et j'espère que la chance va enfin nous sourire. En milieu de journée, la chance tourne en faveur des Français. Un banc de dorade suit le bateau. Hop, ça y est, elle a pris. Ça y est, c'est bon. Pendant 10 minutes, c'est la frénésie. Il y en a plein qui suivent. Regarde, t'en as une là. Donne-moi un hameçon. Oye, nos ven! On va vider l'aquarium là. Ça tombe pas. Mais les dorades ne rapportent pas de points dans le concours. Ce ne sont pas des poissons à rostre. Allez, on a assez de poissons, on rentre à la marina. « 18, 19 dorades. » Ouais, c'est bien. C'est bien amusé. C'est le principal, hein. Allô la marina, Marlin 10. On a pris 19 dorades. Même minime, toutes les prises doivent être signalées à la marina. Ça a cassé la monotonie. Voilà. Non, c'est super. Bon, maintenant les gros vont arriver. En attendant les gros. Cuba libre. C'est un boulot harassant, la pêche. À Cuba, les dorades finissent en général comme cela, marinées avec du jus de citron et des petits oignons. « 19 dorades. Et vous? Qu'est-ce que vous... 4 dorades. Premier concours qu'on a fait, on a gagné le dernier jour, dernier samedi, dernière heure. Alors vous prenez pas la tête, comme vous n'avez pas passé l'arrivée, ils n'ont pas gagné. Voilà, faut le prendre comme ça. Gérard est confiant, toujours pas de marlin ou d'espadon, mais rien n'est encore joué. Depuis près de 20 ans qu'ils pêchent ici, Gérard et Norbert connaissent par cœur les difficultés des Cubains. Le système D, érigé en mode de vie. Les taxis en sont l'illustration. Les maintenir en fonctionnement est un exploit quotidien. C'est quoi la marque? Chevrolet 1951. Et tout est original? Oui, sauf le moteur. Et c'est quoi comme moteur? Hyundai. Donc très fort quand même. Hein. C'est le miracle de Cuba, ça. C'est le mécano qui travaille avec... Ce génie de la débrouille permet de lutter contre les conséquences du blocus américain et contre la pénurie qui sévit depuis la chute de l'Union soviétique. Un système économique à 2 vitesses s'est créé autour des 2 millions de touristes qui visitent le pays chaque année. Une monnaie spéciale, distincte du peso cubain, a été instituée pour les étrangers, le cook.
Donc il y a le prix pour le Cubain et le prix pour le touriste. On n'a pas le même niveau de vie, les mêmes revenus. Donc, quelque part, je ne dis pas que c'est normal, mais bon, celui qui a de l'argent paye, celui qui n'en a pas, il fait. Mais oui. Avec un salaire moyen autour de 15 €, les Cubains peuvent bénéficier de bas prix en achetant dans les épiceries d'État, comme celle-ci. Mais ils n'ont droit qu'à un quart de poulet, 3 kg de riz, un savon, 1,5 kg de sucre par personne et par mois. Tout est consigné dans ce livret de rationnement, la libreta. Les difficultés d'approvisionnement sont courantes. En ce moment, il est difficile de trouver du sel ou du savon. C'est la merde qu'on nous donne ici, aux Cubains. Faut que tu dises ça aux États-Unis. Tout va mal, il faut dire la vérité, ça suffit les mensonges. 90% de l'économie est contrôlée et planifiée par l'État. Mais depuis avril 2008, des réformes ont libéré certains secteurs. Par exemple, les coiffeurs cubains qui ne comptent pas plus de 3 fauteuils dans leur salon peuvent aujourd'hui se mettre à leur compte, comme l'a fait Michel. L'État nous loue le local. Nous sommes des travailleurs indépendants. Nous travaillons pour notre propre compte. Je ne touche pas de salaire fixe. Je gagne en fonction de ce que je fais ici. Avant, l'État nous versait un salaire, mais ça, c'est fini. Ça marche plus ou moins bien, parce que c'est une expérience nouvelle. Résultat de la loi de l'offre et de la demande, le prix de la coupe a presque doublé à La Havane. Nous retrouvons Gérard Norbert et leur groupe d'amis qui dînent ce soir-là chez une famille cubaine. Ah ouais, là c'est du vrai. Marietta loue 2 chambres d'hôtes dans sa maison. Comme tous ceux qui travaillent avec les étrangers et sont payés en cook, elle s'en sort plutôt bien dans ce système à 2 vitesses. Ça, c'est une des chambres que je loue. C'est tout ça. On est en train de tout refaire. Pour réaliser ces travaux, elle a embauché 2 ouvriers qui, comme beaucoup de gens ici, sont obligés de cumuler 2 emplois. Mais ce qu'il fait n'est pas son travail officiel. Lui, il travaille au théâtre. Je suis technicien dans le théâtre. Je fais la lumière, le son, je prépare la scène dans le théâtre du quartier. Et ce travail-là ne vous suffit pas? Oui, mais j'ai besoin d'un autre travail. C'est normal. Normal d'avoir plusieurs boulots. Normal aussi les combines pour garnir les assiettes. Ce soir, Marietta a mis les petits plats dans les grands pour ses hôtes français. Est-ce que vous trouvez de tout au marché? Oui, plus ou moins. Il y a le marché, mais il y a aussi le marché noir. L'aisance de Marietta vient aussi de l'aide envoyée par la moitié de sa famille partie vivre aux États-Unis. Le gouvernement cubain a assoupli les autorisations de voyage. Désormais, elle peut se rendre là-bas plus souvent. Maintenant, on me donne davantage d'autorisations. Tous les 2 ans, j'y vais. Je reste avec eux 2 ou 3 mois, avec ma famille. Et eux aussi, ils peuvent venir. Et donc, c'est mieux qu'avant? Oh oui. Quand ma mère est partie, on a passé 18 années sans communiquer, sans lettres, ni téléphone, rien. Le régime a lâché du lest, mais pas sur la liberté d'expression. À Cuba, toujours pas de presse libre. Pas non plus d'accès privé à Internet. Le petit-neveu profite quand même de l'ordinateur dont l'achat a été autorisé il y a seulement 2 ans. Tu joues ou tu es sur Internet? Non, pas d'Internet. C'est des jeux. Tu n'as pas Internet ici? Tous les Cubains pensent qu'il faut plus d'ouverture. Parce qu'un système qui dure depuis 50 ans et qui ne donne pas de résultats, tu dois le changer totalement. En attendant, les touristes sont la bouée de sauvetage économique des Cubains. Ils représentent la 2e source de revenus du pays. Dernier jour de pêche. Dernière chance pour Gérard, Norbert, Rodolfo et Georgie. Aucun des 30 bateaux n'a pris d'avantage définitif.
faire l'exploit ce matin. Et il ne faut pas beaucoup, il faut 2 poissons. Donc c'est faisable, c'est jouable. On va voir. Tant qu'on a des canalos, il y a de l'espoir. Voilà. Gérard décide de changer de zone pour se rapprocher de la côte. Regarde, c'est par là qu'il y a du poisson. Ici, ils sont tous là, vers l'est. Va par ici, c'est par là que ça pêche. Pas de poisson, pas d'oiseaux, rien, aucun signe. Une vraie catastrophe là. Les heures passent et le soleil tape dur. Brusquement, les moulinets filent. Une grosse touche. L'espoir revient. Marlin ou espadon? Relève le Daisy Chain là-bas, s'il te plaît. Non, c'est petit, hein. Je sais pas ce que c'est, mais c'est petit. C'est un barracuda. Hein. Ah, c'est un gros barracuda. Bah, monte-le, monte-le. Il va décrocher là. Dangereux le barracuda, avec ses dents pointues, mais aucun intérêt. Ce n'est pas un poisson à rostre, il ne va pas leur rapporter de points. La radio les rappelle à la réalité. Il y a un bateau qui a fait une prise, et il y en a un autre qui vient de ferrer, et qui est en train de travailler. Il y en a un qui est déjà pris. GG. Déjà? Ouais, ils ont déjà un poisson en travail là. Cela se passe sur ce bateau, le Tiburon. Là, il est en combat, là. Là, il est en train de combattre. L'équipage est grec, et c'est une femme, Heidi Jaffrodi, qui a engagé le combat contre un gros marlin. Elle va le ramener à bord après 40 minutes d'effort. Tu le tiens bien. Tu le tiens bien. C'est bon, je le tiens. À vue de nez, la bête pèse dans les 40 kilos. Je le relâche maintenant. Allez, salut. À la prochaine. Bravo, bravo, Marqué et relâché. Marqué et relâché. Combien ils en ont eu? 2? Non, je crois qu'ils n'en ont eu qu'un. Maintenant, c'est foutu, laisse tomber. C'est mort. Le concours est maintenant terminé. Ah, très décevant cette année. Hein. Très décevant. Alors cette journée surtout. On a eu la chance d'avoir les poissons au bout de la ligne. Donc si on avait pu les ferrer et les ramener, on était champions dès les premiers jours. Les poissons ont gagné, les pêcheurs ont perdu, et ben c'est comme ça. Voilà. On fera mieux l'année prochaine. Gérard pense déjà au prochain tournoi. Vainqueur, l'équipage espagnol du Pilar qui a pêché le premier poisson. Félicitations! Les Russes arrivent second. Les Américains, Frank et Joseph, sont heureux. C'était leur première participation et ils s'en tirent plutôt bien. On est 4e. Sur 33 bateaux, c'est pas mal, non? À La Havane, il n'y a pas d'argent à gagner, à la différence des autres tournois de pêche internationaux, richement dotés et sponsorisés. L'équipage espagnol brandit la coupe, mais elle va rester à Cuba jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau remportée 3 fois. Les Français conservent leur record. C'est un moment de grande émotion, parce qu'on l'a gardé 1 an en France. Et de la savoir ici maintenant, ben, je pense que c'est quelque chose de magnifique. Et de toute façon, elle reviendra en France pour me faire confiance. Ne vous inquiétez pas, vous la reverrez en France. Tout s'achève sur un air de salsa. L'an prochain, Cuba aura peut-être changé. Le blocus américain pourrait s'alléger. Le poisson, lui, jouera toujours à cache-cache.